Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Guy Bois. Je suis le chef de pupitre à Espace Autochtone à Radio-Canada. Bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Le thème choisi par Espace Autochtone cette année, la réconciliation. Le chemin parcouru, le chemin qui reste à faire. La question de la réconciliation qui a marqué les administrations du gouvernement Trudeau. Il n'y a pas de relation plus importante pour mon gouvernement que la relation avec les peuples autochtones, a-t-il écrit et dit à de multiples reprises. Nos invités pour cette émission spéciale, d'abord Édith Cloutier, elle est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Madame Cloutier, bienvenue, merci d'être là. Et puis le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard. Chef Picard, merci d'être là, bienvenue. Alors, avant de commencer, nous allons un petit voyage dans le temps, nous reporter à 2017, lorsque le premier ministre a livré un discours aux Nations Unies, un discours qui portait justement sur la réconciliation. The Canadians get it. They see the inequities, and they're fed up with the excuses. And that impatience gives us a rare and precious opportunity to act. We now have before us an opportunity to deliver true, meaningful, and lasting reconciliation between Canada and First Nations, the Métis Nation, and Inuit peoples. Alors, le premier ministre qui parlait de véritable réconciliation, Édith Cloutier, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là, depuis 2017? Est-ce qu'on a avancé sur ce chemin de la réconciliation? Bien, d'abord, je vais vous dire mes gwitch de cette invitation et vous dire que je suis sur mon territoire traditionnel Anishinaabe, un territoire non cédé. Donc, ça me fait plaisir de partager cette tribune avec Chef Picard aujourd'hui et de souhaiter à tous et à toutes une bonne journée nationale des peuples autochtones. À Val-d'Or, on l'a célébré hier avec le beau soleil sur le site Kinawit. Donc, un beau moment de rassemblement dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Mais bon, on a pu souligner le solstice d'été hier dans ce beau dimanche ensoleillé. Donc, oui, la réconciliation depuis 2017, donc l'extrait que vous avez montré a semé beaucoup d'espoir. Je pense que ce gouvernement et l'allocution du premier ministre à l'ONU a permis de pouvoir prendre la mesure à ce moment-là, donc, de cette volonté gouvernementale de faire des pas concrets dans cette réconciliation-là. La réconciliation, je considère qu'elle est la responsabilité de tous et de toutes. On sait qu'on a la Commission Vérité et Réconciliation avec ses appels à l'action qui a donc invité la société canadienne, la société autochtone, le gouvernement à marcher dans la voie de la réconciliation. Donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut avoir une reconnaissance de ce qui oblige à cette réconciliation. Donc, on a quand même encore du chemin à faire comme société. Donc, qui est d'abord d'apprendre à connaître l'histoire des peuples autochtones, notre histoire commune comme société canadienne. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est le choc à travers le pays de la découverte de ces 215 restes d'enfants à Kamloops, où on dirait que les gens ont été nombreux à apprendre sur l'histoire des pensionnats. Et pourtant, on a une commission Vérité et Réconciliation, on a plusieurs témoignages. Dans l'actualité, on en parle beaucoup. Donc, il y a encore du chemin à faire. Oui. Bon, chef Picard, vous êtes aux premières lignes finalement. Vous êtes en discussion quasi permanente, autant avec le gouvernement fédéral qu'avec le gouvernement du Québec. Alors, pour vous, est-ce que vous avez senti, au-delà des mots, une volonté des dirigeants, des gouvernements, d'aller vers cette réconciliation? À mon tour de vous souhaiter mes salutations à tous et à toutes, et à Mme Cloutier également.
et à vous de l'Espace autochtone et à nous souhaiter à tous une belle journée nationale des peuples autochtones. Écoutez, évidemment, il y a la réalité politique qui est une réalité incontournable et vous référez à cette sortie du premier ministre canadien devant les États rassemblés au sein de l'ONU en 2017. Et j'ai tendance à la mettre en perspective à celle, ou à une tentative plutôt de représentation d'Escahé, qui est un chef Cayuga, un chef traditionnel des Haudenosaunee, qui avait déjà tenté de sensibiliser, à l'époque, ça s'appelait la Ligue des Nations, en 1923. Et donc, il y avait ce que j'appellerais ce désir qui est demeuré là, depuis ces années-là de Nations, d'avoir cette reconnaissance au niveau international. Donc, si on compare les années, on peut peut-être se faire un peu pessimiste par rapport aux résultats de la réconciliation. Mais en même temps, je dirais que je pense qu'il n'y a personne qui peut nier que lorsque M. Trudeau a été élu pour la première fois en 2015, il n'y avait pas deux gouvernements qui l'ont précédé à s'être rendu aussi loin qu'il l'a fait, autant dans les intentions que dans les actions qui ont été menées. Et d'ailleurs, pour une première fois, à mon avis, en tout cas en fonction de ce que j'ai connu et observé, c'est pour la première fois, un premier ministre a pris la peine de donner des lettres de mandat très, très claires à l'ensemble des ministres de son cabinet. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que personne ne peut contredire, même 6 années plus tard. Mais en même temps, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est l'espèce d'emprise un peu colonialiste que l'État a toujours envers les peuples autochtones. Et ça, c'est autant démontré, oui, par certains du milieu politique, c'est démontré aussi par la bureaucratie. Hein, et oui. Il faisait référence un peu plus tôt, là, la découverte qui nous a tous attristés il y a 3 semaines et qui n'était pas une histoire nouvelle. Là. Et c'est la même chose pour la journée que nous célébrons aujourd'hui, le 21 juin, qui n'est pas encore devenu un réflexe, alors que ça aurait dû l'être. Ça fait 25 ans cette année qu'elle est célébrée. Donc, pour moi, là, il y a tout ça. Ça nous remet peut-être, comme société, devant des défis qui devraient se poser à nous au lieu de, ultimement, uniquement compter sur le processus politique, parce que c'est aussi une affaire de société. Oui. Allons-y concrètement, et je vais aller de votre côté, Mme Cloutier. Une des choses qui a marqué l'administration Trudeau, c'était cette enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues, et beaucoup de recommandations, mais on a l'impression que ça bouge pas beaucoup. D'une part, il y a un préjugé favorable qui s'affiche de la part du gouvernement fédéral, mais d'autre part, sur le terrain, peut-être à cause de la bureaucratie, ce à quoi faisait référence le chef Picard, on a l'impression qu'on a beaucoup de difficultés à mettre de l'avant des mesures concrètes. Bien, je pense qu'apporter des transformations systémiques, des changements systémiques, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais ça demande surtout une volonté d'agir. Faut se rappeler que lorsque la Commission des femmes, filles autochtones assassinées disparues avait déposé son rapport, à ce moment-là, on a sans détour parlé d'un génocide, point. Et je me souviens que ça a causé un malaise dans l'approche de la commission. On a pu découvrir en lisant le rapport plus en détail aussi qu'on a une définition de ce qu'est le génocide. Alors, donc, voilà, on est devant aujourd'hui ce terme qui prend du sens alors qu'on fait la découverte et on continue de faire des découvertes d'enfants, de fausses d'enfants qui sont morts alors qu'ils étaient sous la responsabilité de l'Église et de l'État. Oui, des enfants qui ont été arrachés à leur famille en plus.
Absolument. Oui. Chef Picard, vous en avez fait allusion et vous n'êtes pas le premier à dire cette chose-là. Et des chefs m'en ont parlé, des intervenants autochtones m'en ont parlé. La différence entre le discours affiché par les hommes et les femmes politiques du gouvernement libéral et d'autre part, la réponse de la bureaucratie fédérale. Est-ce qu'on peut parler de coupure entre le discours politique et la machine? Bien, écoutez, on y faisait référence un peu plus tôt suite à cette découverte chez nos sœurs et frères de l'Ouest il y a 3 semaines environ. Et c'est clair que, oui, il y avait les rôles dominants des acteurs politiques de l'époque, mais il y avait aussi la bureaucratie qui était au premier chef responsable de l'application de la politique. Et pour n'en nommer qu'un, rappelons que c'est ironiquement quelqu'un qui est fameux, célèbre au pays là, pour ses aptitudes, ses capacités littéraires, mais en même temps, ça a été le premier administrateur, Campbell Duncan Scott, qui a été vraiment l'artisan et celui qui a mis en œuvre la politique des pensionnats indiens au pays. Et il n'était pas seul, mais c'est la bureaucratie à laquelle je faisais référence un peu plus tôt. Mais ceci dit, c'est clair, bon, il y a cette nouvelle qui sort depuis les 48 dernières heures sur le rôle de l'Église dans les abus sexuels contre des milliers de Québécois. Hein. Et donc, c'est aussi vrai pour nous. Et parce que l'Église a joué un rôle prédominant là, également dans cette politique d'assimilation. Et en ce qui me concerne, je pense que si on doit vraiment donner à la réconciliation tout son sens, on doit être prêt à tout remettre en question. Et ce que je dis souvent, puis je parle de la nécessité d'une véritable révolution dans nos façons de faire. Parce que, pour moi, lorsqu'on regarde 2015 à aujourd'hui, il y a bien des processus qui ont été ralentis parce que la bureaucratie n'était pas nécessairement au rendez-vous malgré la volonté d'un point de vue politique. Oui. Revenons à la question des femmes, Madame Cloutier. Est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce qu'on sent un blocage de la part des autorités, même à la suite de ce rapport qui est loin d'être ambivalent? On parle de génocide, on a 1200 femmes, et semble-t-il que ça continue, là, parce que pour avoir rencontré des organisations au Manitoba, semble-t-il que des femmes disparues, des femmes assassinées, ça ne s'est pas arrêté avec le dépôt du rapport. Est-ce que vous sentez ça, Édith, une espèce de blocage, là? Moi, je viens du monde communautaire autochtone du Québec et du Canada. Les centres d'amitié autochtones, nous sommes des organisations de première ligne. Donc, le chef Picard le mentionnait, ça va prendre plus au-delà de la voie politique pour contribuer à apporter des changements importants et améliorer la qualité de vie des Autochtones et des femmes et des filles et des enfants et des familles. Alors, le mouvement des centres d'amitié autochtones étant en première ligne, nous sommes dans l'action au quotidien. Nous sommes des organisations de mobilisation communautaire dans les villes qui facilitent justement, notamment l'accès à des services, mais aussi à mobiliser des citoyens et citoyennes, des Premières Nations, les Inuits, les Métis à travers le pays, à occuper des espaces communautaires pour mettre de l'avant des initiatives portées par les Autochtones eux-mêmes. Donc oui, il y a des ralentissements qui peuvent être dus à ce que vous mentionnez, toute la notion de bureaucratie, mais aussi les enjeux politiques. Mais sur le plan communautaire, nous tentons d'occuper ces espaces entre ces deux-là et de faire cheminer des projets de société autochtones, et dans ce cas-ci, un projet de société autochtone urbain qui se traduit par le développement d'initiatives en habitation communautaire, des initiatives en petite enfance, des initiatives culturelles. Alors,
c'est de cette façon-là que moi, je vois dans le rôle que je joue, dans le rôle que les centres d'amitié autochtones du Québec et du Canada, la place qu'on occupe en première ligne pour faire avancer et faire progresser la réconciliation. Bon, on parle de réconciliation. La réconciliation, ça implique, ça postule une relation avec l'autre, hein, nécessairement l'altérité. Alors, est-ce que les Québécois ont avancé sur le plan de la réconciliation? Il y a Gabriel Paul, hein, qui est notre journaliste à Espace Autochtone, qui est allé à la rencontre de quelques-uns. On les écoute. On devrait commencer au primaire, au secondaire, puis ça aiderait justement à la réconciliation. Cette année, j'ai établi une correspondance avec une classe de Mistassini et mes élèves avaient aucune conscience que ces gens-là existaient. Leur mode de vie, ce qu'ils faisaient à l'école. Ils n'avaient même pas conscience qu'ils pouvaient aller à l'école. Pour eux, c'était encore les tipis et la forêt, là. Alors là, évidemment, on touche à un point fondamental qui est celui de l'éducation. Chef Picard, est-ce qu'on... Et puis, c'est défoncer des portes ouvertes de dire on devrait changer les programmes actuellement d'enseignement de l'histoire. Bien, écoutez, on en parle beaucoup depuis quelques semaines et pour moi, c'est très clair que aussi sombre qu'il soit, le chapitre des pensionnats autochtones au pays là, doit faire partie intégrante du cursus scolaire. C'est trop important. C'est quand même une étape marquante pour les mauvaises raisons de notre histoire qui s'est échelonnée sur plus d'un siècle. Et pour moi, là, à mon avis, c'est un incontournable. De façon plus large, je vais vous relater une expérience vécue il y a déjà plusieurs années, alors que la ville de Québec était dirigée par la mairesse feu André Boucher, et qui a avoué elle-même très, très candidement que lorsqu'elle a grandi, toute jeune, l'histoire qu'elle connaissait, c'est celle qui débute en 1534. Ben oui. Et ce qu'elle a avoué, c'est que il y a toute une histoire qui précède celle-là. Et je pense que c'est là où je me dis qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin, de terrain à couvrir là, pour arriver par exemple, à des programmes d'éducation qui soient à la hauteur de la présence et de la contribution des peuples autochtones dans l'édification du Québec, du pays. Et le pire dans tout ça, c'est que, imaginez, moi, je veux dire, l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai appris la même histoire. Donc, une histoire qui a complètement, finalement, contribué à dévaloriser les peuples que nous étions. Donc, le phénomène d'assimilation s'est même poursuivi là, jusqu'à tout récemment. Et je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer, là, sans vouloir être pessimiste à outrance. Je pense qu'on a encore beaucoup de terrain à couvrir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'année dernière, lorsqu'on a rendu notre plan d'action contre le racisme public, on a beaucoup, beaucoup insisté sur le travail qui doit se faire à la base, oui, sans désengager le milieu politique. Mais à la base, c'est vraiment la relation de société à société. C'est là que ça se passe. Et pour nous, là, c'était important que ça soit qu'il y ait une référence par rapport à cette réalité-là. D'ailleurs, le sondage que nous avons mené, qui nous a aidé à bâtir le plan, a été très, très révélateur à l'effet qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances. Mais ceci dit, il y a aussi une meilleure compréhension des enjeux qui sont les nôtres. Et ça, je dirais que c'est quand même très, très encourageant comme résultat. Oui. Madame Cloutier, vous êtes en milieu urbain, milieu de Val-d'Or, un lieu de convergence pour plusieurs nations autochtones. Hein. On pense aux Inuits, on pense aux Anishinabés, on pense à la nation Cri. Vous êtes aux premières loges. Est-ce que vous avez vu une évolution, vous, entre la relation entre les Autochtones et les non-autochtones en milieu urbain? Est-ce que vous avez vu cette évolution-là? Bien, moi, j'ai le grand privilège de servir ma communauté ici à Val-d'Or, mais aussi à travers le Québec, en ville depuis plus de 30 ans maintenant, dans un mouvement qui est le mouvement des centres d'amitié autochtones qui existe au Québec depuis 50 ans, plus de 60 ans au Canada. Et au cœur même de la mission des centres d'amitié autochtones, nous avons le rapprochement entre les peuples. Donc, notre mission
elle mise sur justement la création d'espaces et de lieux communs où on peut favoriser cet échange-là. L'exemple du Centre d'amitié autochtone, nous avons fondé une garderie, donc un CPE, qui est un CPE autochtone dans les murs du Centre d'amitié autochtone, mais dont les portes sont ouvertes depuis plus de 20 ans maintenant à des enfants non-autochtones, des familles non-autochtones. Donc, ce sont les non-autochtones qui viennent en immersion dans une culture qui est la culture Anishinaabe. Et donc, les premiers enfants à fréquenter le CPE ont aujourd'hui 16, 17, 18 ans. Alors, moi, je pense que c'est des pas comme celui-là également qui contribuent à changer les mentalités, à changer notre société, à être plus ouverte sur les Autochtones. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on tisse des alliances et des solidarités avec le temps. Oui, mais il reste quand même certains blocages et on l'a vu lors de la dernière enquête, l'enquête du coroner sur la mort de Mme Echaquan. On a vu qu'il y avait des blocages, qu'il y avait du racisme institutionnel qui rentrait par tous les pores des institutions. Là. Particulièrement, on l'a vu à l'hôpital de Joliette, cette difficulté du gouvernement du Québec, par exemple, de parler, ne serait-ce que de parler de racisme systémique. Il reste quand même des blocages. Madame Cloutier, si vous voulez. Oui, d'accord. Bien oui, on a vu, puis je pense que c'est un épisode qui a bouleversé le Québec, le Canada, et l'histoire de Joyce Echaquan a dépassé les frontières du Canada. Donc oui, le racisme systémique, la commission s'est penchée sur la question des relations des services publics et des Autochtones. Le commissaire parle de discrimination systémique dans ce cas-ci et apporte plusieurs appels à l'action pour que, justement, on contribue à ces changements-là. Mais ce que je retiens de ce rapport, entre autres choses, c'est que les Autochtones doivent être mis au cœur des solutions pour contrer le racisme systémique. Nous avons des solutions, nous sommes en mesure de mettre de l'avant les solutions, mais nous devons avoir la collaboration des gouvernements. À Val-d'Or, on a annoncé, le ministre Yann Lafrenière a annoncé il y a quelques semaines un investissement substantiel dans un modèle de clinique en santé autochtone, qui est un projet, qui a une initiative qui est portée par le Centre d'amitié, mais maintenant qui va se transposer ailleurs au Québec, dans d'autres villes, mais une initiative qui a été portée par le Centre d'amitié à bout de bras pendant 10 ans et qui n'avait pas de financement. On avait un soutien du gouvernement fédéral pour développer le modèle. Alors, on a pu maintenant atterrir avec une initiative co-construite avec de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je pense que c'est en travaillant ensemble, mais en donnant vraiment la place aux Autochtones de mettre de l'avant des initiatives qui leur conviennent. Oui. Chef Picard, je vais revenir à vous parce que vous avez vu passer plusieurs administrations provinciales, vous, à Québec. Est-ce que vous n'avez pas l'impression à chaque fois de faire œuvre de pédagogie, réexpliquer les mêmes choses aux nouvelles administrations, au nouveau gouvernement, à la nouvelle ministre, au nouveau ministre des Affaires autochtones? Bien, écoutez, non, vous venez de fournir la réponse dans votre question, en quelque sorte. Oui, effectivement, on a toujours l'impression de remettre l'horloge à zéro lorsqu'on est devant une nouvelle administration. Mais en contrepartie, nous, les enjeux évoluent, là. Peut-être pas aussi rapidement, puis de façon aussi concrète qu'on le souhaiterait. Mais ce qui est sans doute encore plus désolant, c'est le fait qu'il y a des questions de principe, là. Et on insiste beaucoup sur l'importance des principes, leur caractère incontournable, surtout lorsqu'on voit les choses de nos lunettes à nous, de notre lunette à nous. Et c'est là qu'on a l'impression, au lieu de progresser, mais on reste figé dans le temps. Même, je dirais que dans certains cas, on régresse. Et écoutez, aujourd'hui, je vous parle
du site Coué à la rencontre des peuples autochtones qui se tient annuellement depuis 4 ans maintenant à Québec et une démarche que nous avons initiée, c'était en 2017, et qui visait justement à permettre à la population de venir à la rencontre des peuples autochtones, de venir à la rencontre de leur diversité. Donc, j'ajoute cela pour dire qu'il ne faut pas non plus compter entièrement sur les gouvernements pour favoriser le rapprochement nécessaire au niveau sociétal. Je veux dire, on vit ensemble à tous les jours, peut-être pas de la façon qu'on l'aurait souhaité pendant les 5 derniers siècles, mais il en demeure pas moins que la réalité est telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc, ce que ça me dit, c'est que toutes les tentatives d'éradiquer les peuples autochtones, de les assimiler, ont totalement échoué. Donc, je pense qu'il nous est donné aujourd'hui cette opportunité-là de rapprochement et de connaître nos nations à travers leur culture, leur identité, leur diversité également. Je pense que, ceci étant, le processus politique va continuer à être ce qu'il est. On est loin d'avoir ce que j'appellerais peut-être l'idéal parce que, et ça, je me permets d'ajouter ça parce que c'est un élément, à mes yeux, qui est extrêmement important parce que tout le monde, de toute évidence, a applaudi l'adoption de la loi C-15 au Parlement fédéral par le Sénat la semaine dernière qui concerne la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Et évidemment, nous, on s'est levé également pour reconnaître ces progrès-là, mais en même temps, on aurait souhaité qu'il puisse y avoir un langage un peu plus engageant, un peu plus contraignant pour les gouvernements, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on a une loi fédérale avec un gouvernement provincial où le premier ministre dit que, selon ce qu'il entend de ses avocats, il n'est pas question qu'on aille sur ce terrain-là parce qu'il est beaucoup trop glissant. Donc, encore une fois, la bureaucratie qui vient de se mêler de tout ça. Et c'est ça aussi le défi, c'est que pour moi, si on n'assure pas les conditions nécessaires pour que les gouvernements que nous représentons soient pleinement autonomes, donc avec une capacité au niveau territorial, on va toujours tomber à court. C'est ça le problème aussi, c'est que, et là-dessus, le fédéral et la province logent dans la même pièce. Bon, ben justement, c'est vraiment un progrès qu'on n'a pas vu là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la pandémie, là, il y avait une autre crise, qui est celle de la crise ferroviaire, comme on l'a appelée, mais qui mettait évidemment en évidence un contentieux territorial qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. Ouais, évidemment, là, on touche à l'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental, celui qui devrait mener à l'autonomie gouvernementale, passe nécessairement par le territoire. Ça, c'est fondamental. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a un conflit, il y a toujours le territoire qui pointe son nez. Écoutons justement le premier ministre Trudeau qui nous parle d'autonomie gouvernementale. Le moment est venu de sortir des sentiers battus, de faire abstraction des limites imposées par de vieilles structures coloniales désuètes pour faire place à la nouveauté, à des structures qui respecteront les droits inhérents des Autochtones à s'autogouverner et à déterminer leur propre avenir. Bon, ben, si tout le monde est d'accord, si le premier ministre est d'accord pour l'autonomie gouvernementale, si les nations autochtones sont d'accord, où ça bloque, chef Picard? Bien, écoutez, on parle d'autonomie de façon un peu plus concrète depuis peut-être les 30 dernières années, avec des mesures, des politiques aussi qui doivent guider le gouvernement fédéral à convenir d'entendre avec les communautés. Et à ma connaissance, il y a peut-être uniquement le quart. Je suis sans doute généreux un peu, le quart des communautés qui sont engagées dans ces processus-là aujourd'hui. Donc, il y a encore une grande majorité de communautés qui demeurent un peu sous le joug de la loi sur les Indiens. Mais ceci étant dit, c'est important quand même de reconnaître que le processus doit prendre le temps qui lui est nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier que le processus de décolonisation est un processus qui est extrêmement ardu. Et bon, on parle pas assez souvent des communautés, des membres qui les constituent. Et pour moi, là, ça passe beaucoup par
ce qu'on appelle en bon français le empowerment. Et ça, c'est un élément, à mon sens, qui est indéniable. Ça, c'est un processus qui appartient non seulement aux communautés, mais également aux individus. Et ça, c'est important de ne pas sous-estimer l'effort que ça prend, l'énergie que ça demande, surtout en regard des bouleversements que nos nations ont connus là, depuis les 150, 200 dernières années. Et pour moi, c'est un aspect important. Ça passe aussi par reconnaître les choses telles qu'elles sont. Écoutez, je parlais de la déclaration un peu plus tôt, puis de la loi fédérale qui est maintenant loi C-15. Et pour moi, là, c'est important d'insister sur ce qui mérite d'être vraiment mis à l'avant-plan en termes de processus, notamment la question de vraiment mettre le couvert sur cette doctrine de la découverte qui est passablement révolue, mais qui est quand même liée au problème que je citais un peu plus tôt. C'est-à-dire que c'est vraiment une doctrine qui a été instituée par le Vatican et qui permettait finalement aux découvreurs d'asseoir leur autorité sur des territoires qu'on disait inhabités, hein, le terra nullius. Oui. Et pour moi, là, c'est vraiment ça les lacunes que nous voyons aujourd'hui au niveau de l'engagement réel et concret de la part des gouvernements, autant fédéral que provinciaux. Oui, mais qu'on le veuille ou non, aussi, on s'aperçoit, et je suis la question depuis quand même quelques années, qu'il y a quand même un processus là, inexorable qui mène vers l'autonomie gouvernementale, vers cette forme de décolonisation, finalement, des peuples autochtones. Et là-dessus, en fin de semaine, dans Le Devoir, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'on nous parlait d'Aimé Césaire, hein, vous savez, ce grand poète de la Martinique qui a passé une bonne partie de sa vie à se battre contre la colonisation. Et voilà ce qu'il disait de la décolonisation. Il disait « Le temps de la décolonisation sera plus difficile pour le monde noir parce que nous n'avons plus à nous dresser contre un ennemi commun aisément discernable, mais à lutter en nous-mêmes contre nous-mêmes. » Et moi, je l'interprète un peu comme le colonialisme qui s'insère dans les esprits de ceux qu'on a colonisés, de ceux qu'on a opprimés. Comment vous comprenez cette position, vous, Édith, de votre côté, de votre point de vue? Bien, vous savez, Chef Picard parlait de ce chemin vers l'autonomie. Je pense que nous sommes nombreux à pouvoir y contribuer. On parlait de voies diverses. Le milieu communautaire autochtone peut se mobiliser à travers le mouvement des centres d'amitié au Québec comme des acteurs d'une société civile autochtone qui donne une voix aux citoyens qui vivent dans les villes. Vous savez, il y a plus de 50% des membres des Premières Nations au Québec qui vivent à l'extérieur des communautés. Et ensemble, on peut contribuer à l'avancement de nos droits, à faire en sorte qu'on puisse, dans cette diversité-là, contribuer à améliorer la qualité de vie de nos gens. Donc, et à reconnaître qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces systèmes de Premières Nations, ces systèmes des premiers peuples, une diversité de voix, mais aussi des modèles de gouvernance communautaire, comme on le fait à travers les centres d'amitié autochtones, qui sont des modèles de gouvernance qui mettent de l'avant des services aux premiers peuples dans un cadre qui est sécurisant sur le plan culturel. Et donc, nous avons entre nous aussi à s'entendre sur ces modèles de gouvernance complémentaires, ces efforts collectifs qu'on fait pour, en fin de compte, arriver à atterrir à la même place qui est la reconnaissance de nos droits, de se donner une capacité d'agir sur nos communautés et d'améliorer ces conditions de vie-là. Donc, il y a un chemin là aussi qu'on a à prendre et à croiser nos chemins à l'intérieur de ces débats qui nous concernent aussi à l'intérieur de nos sociétés autochtones. Oui. Chef Picard, est-ce que vous pensez-vous que ce processus de décolonisation risque d'être aussi très complexe et que les Autochtones aussi devront, de leur côté, y mettre tout leur talent, tout leur génie, toute leur imagination? Bien, j'allais dire là-dessus, et
en référence à ce que vous citiez un peu plus tôt, les commentaires qui, finalement, nous différencient pas beaucoup de la communauté noire au chapitre des défis et des bouleversements que nous avons connus. Ce que j'ajouterais à cela, c'est que, j'ai entendu ça plus d'une fois d'ailleurs, c'est que c'est uniquement les peuples colonisés qui peuvent se décoloniser. Et c'est pas pour déresponsabiliser le milieu politique, mais il faudra aussi que nos peuples se dotent des moyens nécessaires pour finalement installer, je dirais comme ça, là, ces valeurs qui nous ont été enlevées au cours sur plusieurs décennies. Et je pense que ça, c'est un élément important parce que on peut clamer haut et fort que nous sommes, que nous avons le droit à l'autodétermination, que nous sommes des gouvernements autonomes. Encore faudra-t-il que nous en ayons la capacité. Et c'est ça, à mon avis, qui, pour rejoindre un peu votre question sur notre responsabilité aussi comme société, je pense qu'on est directement interpellé. Et encore aujourd'hui, là, on voit que ce soit, on le voit là, que ce soit en milieu urbain ou en contexte de communauté, là, il y a encore un contexte social qui n'est pas nécessairement idéal. Et c'est là que je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que j'ai rencontré M. Legault quelque temps après son élection en 2018, à peine 2-3 semaines, et ce qu'il avançait comme étant ses priorités lorsque ça touche nos peuples, c'est vraiment la santé, l'éducation et l'économie. Moi, j'ai accroché sur l'aspect économique parce que pour moi, économie, ben, ça rime avec accès au territoire, accès aux ressources. Et ça rime aussi avec partage de la richesse. Oui. Et partage de la richesse, économie, ben, rime avec une meilleure... une estime de soi un peu plus important, un peu plus grand. Donc, je pense qu'on peut facilement faire les différentes associations ici par rapport aux conditions qui devraient prévaloir pour faire en sorte que nos communautés et les membres qui en font partie soient vraiment dans le siège du conducteur, dans l'exercice de leur autonomie. Oui. En terminant, c'est le 21 juin, la Journée nationale des peuples autochtones. Le 24 juin s'en vient, la fête nationale des Québécois. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter entre Québécois et entre Autochtones pour la prochaine année ou pour les prochaines années? Edith. L'amitié entre les peuples. On parlait là, d'une journée nationale des Autochtones à Québec. Il y a cet événement Coué qui est une invitation à la rencontre également. Mais je pense qu'on est également très choyés par ce que la culture, les arts nous proposent venant des Autochtones eux-mêmes. En littérature, on voit de plus en plus d'auteurs autochtones. Il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a des expositions, il y a des artistes. Je pense que la culture et les arts sont des portes d'entrée facilitantes à une meilleure compréhension et à la connaissance de soi. Et il y a d'ailleurs plusieurs expositions là en cours. Donc, une invitation à regarder le spectacle télévisé ce soir, à entendre ces artistes autochtones et non autochtones, à partager une même tribune et à inviter à l'amitié. Chef Picard, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Bien, reconnaissance mutuelle, respect mutuel surtout. Je pense que c'est extrêmement important. Et comme au risque de me répéter, je le disais un peu plus tôt, bon, il faudrait qu'il y ait aussi une référence automatique à la journée, celle d'aujourd'hui, finalement, la Journée nationale des peuples autochtones, dans l'esprit des Québécois et des Québécoises à l'échelle du Québec, parce que c'est vraiment deux journées importantes qui se côtoient dans l'année. En quelques heures à peine. Et je pense qu'on aurait très certainement avantage à faire valoir une réalité qui a longtemps été abstraite pour plusieurs
de nos concitoyens québécois, québécoises. Et je pense que c'est le temps maintenant là, de favoriser un peu ce changement de cap. Et comme le disait Edith plus tôt, il y a toutes sortes de courants possibles maintenant qui peuvent favoriser le rapprochement au niveau culturel, au niveau artistique également. Écoutez, on a eu, il y a 2 ans à peine, le premier prix décerné à des artistes autochtones dans le cadre du gala de la disque. C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, là. Et pour moi, là, ça met en évidence ce qu'on a de plus riche. Finalement, une culture qui côtoie celle du Québec et qui est capable de se lier d'amitié également. Mais ceci étant dit, je pense que la journée d'aujourd'hui et la journée de la Saint-Jean-Baptiste nous invite finalement à vraiment favoriser ce rapprochement-là, hein, à l'autre. Merci beaucoup, chef Picard. Édith Cloutier, Madame Cloutier à Val-d'Or, je vous souhaite une excellente journée nationale des peuples autochtones. À vous aussi, chef Picard, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé. Merci également chez vous de nous avoir écoutés. Et surtout, ne manquez pas de lire Espace autochtone. C'est à Radio-Canada. Merci tout le monde. Bonne journée. Miigwech.